Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Passaglia. Guillaume, il a cofondé plein de business, mais les trois qui m'intéressent aujourd'hui, c'est numéro 1, Videmerde, un site bien connu de ceux qui ont été sur Internet à la fin des années 2000, début des années 2010, un site de partage d'anecdotes marrantes, 5euros.com, une marketplace de microservices vendus à partir de 5 euros, et betasérie.com, une application pour suivre votre série télé qui est monétisée par le data mining. Et sur la surface, il n'y a aucun rapport entre tous ces projets. On a d'un côté un truc d'humour, on a d'un côté une marketplace de freelance, et on a quelque chose pour suivre ces séries. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à discuter avec Guillaume, j'ai compris que le succès de chacun de ces sites venait en fait de la même chose. Et c'était qu'il a une philosophie bien précise du développement de ses produits. Et pour lui, le marketing, c'est pas juste une activité que vous allez coller sur votre projet après coup pour essayer de convaincre les gens d'acheter votre produit. Au contraire, le meilleur marketing, c'est de faire évoluer votre produit selon les besoins de votre communauté. Dans cette conversation, on va voir ça en action. On va voir comment cette philosophie-là s'est exprimée concrètement dans chacun de ces trois projets. On parlera de l'origine de 5euros.com et comment est-ce que le site diffère de Fiverr, son concurrent américain, qui fonctionne sur le même principe de service à partir de 5 $. On parlera de l'histoire de Videmerde, d'où vient l'idée et comment le concept a évolué pour inclure des applications et même des livres publiés en librairie. On parlera de comment utiliser ce que vous avez appris dans un business pour réussir dans un marché complètement différent. C'est-à-dire, quels sont les aspects stratégiques, les aspects de mentalité, les aspects de compétences que vous pouvez utiliser pour réussir dans différents business et qu'est-ce qui se transfère ou non entre les différents domaines dans lesquels Guillaume a pu travailler. Et finalement, on parlera de comment et quand est-ce que c'est intéressant de se lancer à l'international quand vous avez une idée qui marche déjà en France. Guillaume l'a fait avec Videmerde, il réfléchit à le faire avec 5 euros et avec Betasérie. Donc c'est une étude de cas très intéressante de à quel moment est-ce que ça devient intéressant de le faire et à quel moment est-ce qu'il faut continuer à construire sur votre idée de base. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Guillaume Passaglia. Bonjour Guillaume et bienvenue sur le podcast. Salut. Pour commencer, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Parce que tu as fait tellement de projets, tu as eu tellement de choses différentes. Comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ? Écoute, c'est vrai que j'ai souvent cette question-là, c'est Guillaume, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu fais beaucoup de choses. Et en fait, je me présente surtout comme finalement un entrepreneur qui aime toucher un petit peu à tout, mais bon, surtout au web, c'est sûr, mais qui a une multitude de projets. Et surtout, je présente mes projets sur lesquels je travaille actuellement, qui sont surtout au nombre de 2, voire 3. Mais voilà, après, ça dépend de la personne que j'ai en face. Peut-être que tu veux que je présente un projet en particulier. On va creuser dans différents projets que tu as eus, mais tu as mentionné les 2 à 3 sur lesquels tu travailles actuellement. C'est ça. En fait, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Betasérie, qui est un vieux projet monté avec mon associé toujours, Maxime Ballette. Betasérie, c'est un site et une application sur lequel on peut suivre les séries qu'on regarde. C'est un calendrier de séries et c'est aussi une énorme communauté, maintenant 2 millions de membres. On travaille surtout sur la data maintenant, sur ce projet. Je travaille aussi sur 5euros.com, qui est un projet qu'on a lancé il y a 5 ans. C'est un site où on met en relation des vendeurs et des clients autour de ce qu'on appelle le microservice. Un petit peu comme à la Fiverr, si tu connais le site Fiverr aux US. Là, c'est à peu près pareil, sauf qu'on l'a vraiment adapté à notre sauce. C'est que c'est en train de bien exploser, donc c'est vraiment top. Et le dernier, c'est un projet que je suis un petit peu plus loin, qui s'appelle Adback, qui est un outil donc monté par Maxime moi et le CEO actuel Antoine Ferry-Batner. Et c'est un outil qui, on va dire, propose d'un peu contrer l'adblocking actuel, mais avec pousser des publicités responsables. Donc, on va attaquer des éditeurs, donc en leur disant très clairement, vous perdez de l'argent avec de la publicité. Nous, on va vous proposer de la récupérer, mais avec un système de pub qui va être responsable de l'utilisateur et qui va justement permettre aussi à l'éditeur de regagner une partie de l'argent perdu. Voilà les 3 gros projets actuels. C'est vrai que c'est pas les mêmes sujets du tout, mais bon, ça permet de vraiment faire plein de choses et c'est ça qui est cool. Justement, c'est assez intéressant. C'est une question qu'on se posait pendant notre processus de recherche en voyant tous les projets que tu avais. C'était, je me demandais comment est-ce que tu faisais pour gérer tout ça en parallèle. Est-ce que
c'est quelque chose qui t'est venu au fil du temps, vu que ça fait déjà pas mal d'années que tu montes des projets, et est-ce que c'est devenu pour toi plus facile de gérer des choses et donc tu as plusieurs choses en parallèle, ou est-ce que tu as développé des méthodes particulières? Comment est-ce que tu réfléchis à ce danger qui fait face à beaucoup d'entrepreneurs, qui est de se disperser? Et toi, tu as l'air de pouvoir le faire en parallèle et de continuer à le faire pendant des années. Bon, en fait, déjà, je suis pas seul. C'est important. D'être entouré des bonnes personnes et des personnes au bon poste, ça, c'est capital. Parce que bien entendu, je vais pas pouvoir tout gérer tout seul et tout manager. C'est impossible. Donc, je travaille beaucoup, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai des projets sur lesquels je travaille plus que d'autres, notamment Beta Série et 5 euros, qui sont vraiment ce qui m'occupe au quotidien, presque 7 jours sur 7. Après, j'ai des spécialités aussi. Moi, vraiment, ma spécialité maintenant, c'est de monter des communautés. Donc, c'est pour ça, 5 euros, c'est vraiment très communautaire. Beta Série, c'est encore plus communautaire. À l'époque, Vie de merde, tu peux te douter que c'était ultra communautaire. Et Adback, donc le projet sur les adblocking, c'est vrai que maintenant, c'est géré surtout par Antoine Ferrier. Moi, je suis ça de loin et j'apporte mon expertise, surtout lorsqu'il me le demande, un petit peu comme un investisseur, si tu veux. Donc, j'ai des niveaux d'intégration dans les projets qui sont différents en fonction aussi du temps que j'ai. Et quand tu parles de ces compétences-là, concrètement, dans un projet sur lequel tu es assez impliqué, comme par exemple 5 euros, c'est quoi ta contribution au quotidien, toi, en tant qu'individu? C'est vraiment on va dire, d'apporter le, la motivation à l'équipe, d'être là pour donner l'idée, en fait, les choses, les grandes lignes, d'apporter les lignes directrices. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Après, derrière, c'est à l'équipe aussi de dérouler et vraiment d'appliquer les choses. Je suis là aussi au quotidien, pour faire les tâches quand les salariés sont soit en vacances, soit juste en week-end, parce que une communauté, ça ne s'arrête jamais. On travaille tout le temps. Quand on reçoit des services, que ce soit le premier de l'an ou le 31 décembre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et ça, en général, on va dire que c'est moi qui m'en charge. Donc, je peux très bien faire du très bas niveau comme du très très haut niveau. Tout dépend un petit peu le moment où je dois intervenir, en fait. Cette idée que si un truc va pas et ça sera au final toujours toi qui as la responsabilité de régler le truc, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse au fil du temps, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as totalement intégré? Non, on apprend vraiment à intégrer les choses et on apprend surtout à relativiser. C'est vrai qu'au début, on se fait une montagne sur des petites choses. Après, derrière, on se rend compte que voilà, on fait attention aux détails, on fait attention à tout, mais on peut pas tout gérer et tout maîtriser. C'est impossible. Dans la création d'une société, et surtout quand on en a plusieurs, toi aussi, même peut-être dans tes podcasts, tu voudrais tout maîtriser de A à Z, mais tu te rends bien compte que c'est pas possible. Mais c'est pas très grave. C'est pas pour ça que ton projet va tomber à l'eau. C'est pas pour ça que justement les gens vont arrêter de venir. Si tu fais un mauvais jour ou une mauvaise audience, c'est pas pour ça que la prochaine sera pas mieux, ou alors au contraire, elle sera pas encore meilleure que les autres. Donc il faut surtout avoir foi en ton projet, foi en ce que tu fais, foi en tes bases. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que au lancement de ton projet, tu as édicté certaines bases sur lesquelles il ne faut jamais et toujours être, on va dire, très précis, avec une ligne directrice. Et cette ligne directrice-là, il faut la tenir. Si après, il y a des petits couacs, c'est pas très grave. On apprend à relativiser, mais on se rend compte que si notre ligne directrice est bonne, derrière, ça finit toujours par réussir. Est-ce que tu dirais que un des rôles principaux que toi tu vas jouer dans une organisation comme ça, c'est justement de maintenir cette ligne directrice ou cette vision, cette mission? Bien sûr, c'est un petit peu le but, c'est un petit peu le but d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est là pour recadrer les choses. On a des gens après derrière de qualité qui sont là pour les appliquer et aussi pour donner des idées et nourrir finalement le chef d'entreprise. Hein. On n'est pas tout seul. Les équipes derrière sont capitales, et sans elles, bien entendu, il ne pourrait rien se passer. Donc oui, on est là pour apporter l'idée, on est là pour apporter la vision, mais ça fait pas tout, bien entendu. Et si bien entendu le chef d'entreprise a une mauvaise vision,
Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les projets. Hein. Souvent, on m'a dit ah, mais cette idée-là, je l'ai eue, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Toi, ça marchera pas, c'est pas possible. Non, c'est pas forcément l'idée qui est importante, c'est l'exécution qui est surtout capitale. C'est surtout ça. Exécuter correctement un projet, exécuter correctement une idée, c'est beaucoup plus important finalement que l'idée de base. Tu avais parlé tout à l'heure que au départ, on a tendance à se faire une montagne de petites choses et qu'il faut apprendre à se recentrer sur ses bases. Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête d'une fois où justement il y avait une petite erreur, un petit couac comme ça, et dans ta tête, ça a pris des proportions monumentales qui, de ton point de vue aujourd'hui, n'auraient pas dû être le cas? Ah, c'est difficile à dire. Hein. Disons que surtout, ce qu'on peut faire à certains moments, c'est se laisser dépasser par certaines choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Par exemple, dans un projet, ce que tu peux souvent faire, hein, c'est-à-dire donner de l'importance à une fonctionnalité et qui finalement n'est pas si capitale que ça. Et tu vas peut-être y passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu vas t'enfoncer là-dedans. Et justement parce que tu veux la sortir, tu l'as commencé, donc il faut la finir. Et si à un moment on n'est pas là et on ne dit pas stop, on arrête, on va peut-être encore y passer 3 mois, on va se démobiliser parce que finalement pour les équipes aussi sortir quelque chose, enfin ne pas sortir quelque chose justement, ne pas avancer, c'est très c'est démobilisant pour eux. Et donc finalement à certains moments il faut se dire non alors là stop, on arrête. Oui il y a des choses qui me viennent en tête hein, là-dessus. Hein, c'est des enfin pas d'exemple précis, mais je veux dire des fonctionnalités qu'on a voulu mettre en place, que ce soit sur bêta série, sur 5 euros, et on voyait que on patine, on n'avance pas. Et à ce moment-là, c'est aussi notre rôle de dire non, là on arrête, on pose tout, on a perdu 2 mois, c'est pas grave, on fait autre chose et on se recentre sur le plus important, qui est de dire qu'est-ce que le projet a besoin aujourd'hui pour avancer. Et là, en général, ça permet à tout le monde de se remobiliser. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Essentiellement, c'est la capacité. Enfin, il y a ce concept. Je me souviens pas comment ça s'appelle en français. En anglais, c'est le sunk cost. C'est l'idée que c'est pas parce que tu as déjà mis de l'argent dans quelque chose et mis de l'effort et perdu en fait des ressources dans quelque chose qu'il faut le continuer. Mais la psychologie humaine te dit qu'une fois que tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Et du coup, cette décision-là de dire en fait non, je me suis planté, ou alors on n'a pas pris la bonne décision, ou alors au final, ce qu'on avait estimé qui allait être facile à faire n'était pas possible de faire. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on change de direction. Et ça, c'est forcément une décision qui est difficile parce qu'elle va à l'encontre de la psychologie. C'est un peu le biais du parieur qui a déjà perdu de l'argent et donc il dit non, je vais pas m'arrêter là, il faut que je continue. Et c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Mais c'est souvent d'ailleurs dans les projets, ce qui marche pas forcément, c'est que la clé, c'est aussi de dire, on se réoriente, on change un petit peu ce qu'on avait prévu à la base, sans dénaturer les choses. Mais il est important de se réorienter. Quand on voit que ça marche pas, souvent on s'entête, on essaie d'aller au bout. Même si on se dit non, ce que j'ai pensé, ça va fonctionner, on va y arriver. Il n'y a aucun problème. Sur 5 euros, par exemple, au tout début, on se disait, voilà, on va être, et on l'est toujours, hein, très respectueux des vendeurs, on va leur prendre vraiment le minimum d'argent, et on faisait une commission qui était à 1 euro fixe, quel que soit le montant de la commande. Donc, quelqu'un qui payait 100 euros, la personne en touchait 99. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que pour ça, maintenant, il faut régler un compte premium à 5 euros par mois pour le faire. Et si on n'avait pas fait ça, finalement, on n'aurait pas réussi à atteindre, on va dire, notre seuil de rentabilité et d'arriver à maintenir le projet à flot. Donc c'est finalement, on est allé un petit peu contre notre idée de base qui était de dire non, on ne prendra toujours que 1 euro au vendeur, quel que soit le montant de la commande. Maintenant, ils ont à payer un tout petit peu par mois pour avoir ça. Ils sont quand même très contents et on est quand même le site qui reverse le plus d'argent au vendeur. Mais c'est aussi de dire on ne s'entête pas à faire ce qu'on a prévu de base. On évolue, c'est normal. Et comme tu disais, ça fait partie du jeu et c'est aussi ça qui est important. Comme un parieur, on va pas mettre toute notre mise et on va essayer de plutôt la jouer intelligemment. Je voudrais revenir sur cette idée de commission parce que c'est un truc qui m'a intrigué quand je l'ai vu. Il y a un moment où je me suis dit 1 euro. Je me demande déjà comment ça couvre les frais de transaction.
Et comment est-ce que là-dessus, tu as le budget de gérer les opérations, de gérer les conflits entre les vendeurs et les acheteurs, de gérer la modération. Votre commission est tellement inférieure à ce qu'on voit ailleurs que C'est vrai. je suis surpris que le modèle économique fonctionne. Alors, donc c'est vrai que quand on a pensé 5 euros, bon déjà on a vu ce qui est meilleur, bien entendu, et la commission sur l'ensemble des sites. Alors c'est un peu changé maintenant, hein, disons que les sites se gavent un petit peu moins, mais on va dire que la commission moyenne reste encore à peu près une quinzaine de pourcents, hein, pour faire clair. Moi, je trouve que c'est du vol, tout simplement, et je trouve que c'est absolument pas fair play pour l'ensemble de l'économie et surtout pour les gens qui travaillent. De dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, pour 10 euros, tu leur prends 15%, et quelqu'un qui travaille pour 1000 euros, tu lui prends aussi 15%, alors que finalement, toi, tu proposes exactement la même chose. Hein. Toi, en tant que site, tu proposes une mise en Mhm. relation, c'est la même chose. C'est un service fixe qui ne te coûte pas plus que si tu fais une prestation à 15 euros ou une prestation à 1000 euros. Derrière, c'est le même système. Donc, je trouve déjà très malhonnête pour les sites de se dire, on prend une commission fixe, alors que finalement, derrière, le vendeur, lui, il va bosser 3 fois plus, et il va se retrouver avec une commission énormément, disons, beaucoup plus grande par rapport à ce qu'on devrait prendre. Donc ça, c'est un constat. Et je me suis dit, la chose simple, c'est que on peut pas, disons, faire ça si on remet pas ce système à plat. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, en tant que créateur, je ne me voyais pas faire ça. J'en aurais pas dormi la nuit. Donc, il a fallu trouver des systèmes qui sont de mieux rémunérer les vendeurs. Pour ça, bien entendu, ça passe par une chose, c'est que nous, en tant que société, on doit toucher moins. Toucher moins, ça ne veut pas dire ne pas être rentable, ça veut dire s'en mettre moins dans les poches, déjà. Donc, 1 euro de commission, quel que soit le montant de la commande, c'était une base. Donc, comme on est sur 5euros.com, toutes les commandes commencent à 5 euros. Donc déjà, 5 euros, 1 euro, on est quand même à 20% de commission. Bien entendu, la plupart des commandes ne seront pas à 5 euros. Le panier moyen est à peu près à 20-25 euros sur 5 euros. Donc, rapporté à la commission de 1 euro, on est plutôt à 5% de commission dans la moyenne. Donc à ça, on a ajouté justement ce qui permet un petit peu de sortir la tête de l'eau. Ce sont ces fameux systèmes de compte premium, qui est une somme fixe que tu payes par mois, qui est de 5 ou de 30 euros par mois en fonction des fonctionnalités que tu veux sur le site. Mais c'est un coût fixe. C'est ça qui est important. Mhm. C'est-à-dire que tu le payes une fois dans le mois et tu sais que tu vas avoir un coût qui va être égal mois après mois. Donc, tu peux l'anticiper dans ce que tu vas dépenser. Donc, tu peux l'anticiper aussi dans tes recettes. Et c'est ça qui est important. Donc, le vendeur sait que s'il décide de ne pas faire de vente pendant un mois, OK, il paiera ses 30 euros. Il a anticipé. S'il sait qu'il va à peu près faire 400, 500, 600 euros, il sait que ses coûts, ils seront déduits, enfin, on déduira juste ces 30 euros ou ces 5 euros de premium dessus. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Le côté, tu parlais aussi du côté paiement. On a quand même tout ce qui est commission de paiement qu'on doit reverser à nos prestataires bancaires est payé par le client. Ça, c'est un reversement à 100% des choses. C'est le client qui le paye, donc au moins c'est pas repris sur le vendeur. Donc en fait, on équilibre les choses en, on va dire, prenant un petit peu partout, mais en étant finalement beaucoup plus, je pense en tout cas, beaucoup plus fair play. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vendeurs restent, et au contraire, les vendeurs font venir leurs clients sur 5 euros parce que justement, ils ont une facilité avec la plateforme, et c'est surtout qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins de frais en passant par chez nous. Donc voilà comment on y arrive. Si un vendeur a déjà un client, quelle serait la motivation pour lui de le faire venir sur la plateforme? Justement, si tu veux, comme s'il a déjà un client, et ça dépend comment il fait payer, c'est-à-dire que si c'est un client où il a une facturation par mois à faire, il continue à faire de son côté, c'est pas un problème. Si après il veut bénéficier de notre système de facturation, puisque nous on facture à la place des vendeurs, hein, on est un petit peu à la Uber si tu veux, où Hmm. on va éditer une facture pour le compte du vendeur en fonction de sa situation. Donc à partir de là, s'il veut s'enlever toute la paperasse
Et s'il veut justement aussi bénéficier de notre protection, puisque bien entendu, si le client pose des problèmes, si le client fait des oppositions, on sera là derrière pour l'aider à gérer ça. Donc, s'il veut tout ça, à ce moment-là, il passe son client directement chez nous. Et au moins, il a tout chez nous et c'est beaucoup plus pratique pour lui. Et il y en a beaucoup qui le font, en effet. Puisque ça lui coûte 1 euro. Donc, c'est plutôt facile. Tu as parlé tout à l'heure de Fiverr, qui est bien sûr un site américain, j'imagine, qui a un pitch de base qui est similaire, c'est-à-dire des services à $5. Tout à fait. Dans quelle mesure est-ce que vous avez repris la formule de Fiverr et quels sont les éléments que vous avez changés? En fait, Fiverr est un site israélien à la base, qui Okay. s'était lancé, c'est pour la petite histoire, qui s'était lancé à peu près en 2007-2008. Ils ont très vite attaqué le marché américain, donc avec une idée de base qui est la même que la nôtre. Bien entendu, ils sont antérieurs. Ça, à ce moment, ça, on va pas. Je leur laisse la couronne. Ils sont donc ils ont donc très vite grandi sur le marché américain avec de la sous-traitance, surtout indienne, pakistanaise, enfin tous les pays d'Asie. Ils sont jamais vraiment sortis du marché américain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on attaque les US, il faut avoir une certaine façon de faire. Il y a un marketing, il y a un discours, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment inhérentes au marché US. Nous, on l'a vu quand on avait attaqué les US avec F My Life pour Vie de Merde. C'est vraiment différent comme marché. Et quand ils ont donc voulu repartir sur l'Europe, ils sont plantés. Ils ont essayé de se lancer en France. Ils n'ont pas réussi. Ils sont sortis. Ils ont essayé de se lancer aussi dans plusieurs pays d'Europe. Ils n'ont pas réussi, à part les pays anglophones, où là, ça commence à marcher pas mal. Et donc, l'idée de base, on l'a gardée, ce qui était de dire chaque personne doit proposer un service au moins à $5. C'est ce qu'on a repris. On a surtout changé la forme, la façon on va dire, de parler, la façon de parler aux gens, la façon de communiquer sur le site. On l'a beaucoup plus fait à l'européenne. Et on a surtout changé aussi la commission, puisque eux sont à 20%, quel que soit le montant de la commande. À partir de là, c'est sûr que ça diffère beaucoup. Et ensuite, derrière, on a construit le site, on va dire, avec nos idées et notre façon de faire. Fiverr, maintenant, on le laisse complètement de côté. C'est pas un étalon qu'on essaie de suivre. C'est plutôt, on va dire, quelque chose qui nous a inspiré à la base, qui a été très important. C'était lors d'un voyage aux US que j'avais découvert ça. Et derrière, maintenant, on fait notre petite vie, on a vraiment nos propres fonctionnalités qui vont arriver. Et comme toute société, on regarde aussi pas que Fiverr, il y a beaucoup d'autres sites aussi qui font de la mise en relation et qui nous inspirent, c'est normal. Tu parlais des différences entre la manière de communiquer aux États-Unis et en Europe. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça? Alors, en fait, quand on avait monté Vie de Merde, nous, notre nom, on l'avait trouvé un peu de manière fortuite, puisque c'était justement mon associé Maxime Valette qui avait trouvé ça et on en rigolait tous ensemble à l'époque sur ce qu'on appelait IRC, donc un réseau de chat surtout pour les gamers à l'époque. C'était là-dedans d'ailleurs que ça a commencé, Vie de Merde. Après, c'est devenu un site. Quand on s'est dit ça marche très bien en France, on va essayer de s'exporter. On avait complètement conscience que le succès de VDM, c'était aussi grâce à son nom, qui était en même temps très simple et qui sonnait parfaitement bien. Si on l'avait appelé, je sais pas, Pete-Crotte, peut-être que ça aurait été différent. Tu vois. Et VDM, ça a même réussi à devenir un acronyme qui était en soi reconnaissable. Ah oui, complètement. Mais c'est allé très loin. Et finalement, tu vois, même quand on a un très bon concept, le nom il est capital et chaque nom doit résonner, résonne différemment dans chaque culture. Donc Vie de Merde, on aurait pu dire on va le traduire, on va l'appeler Shitty Life. C'est vraiment la traduction telle quelle en anglais qui peut fonctionner. Alors, on n'avait pas essayé Shitty Life, mais on a essayé d'autres noms qui essayaient de s'en rapprocher. On s'est planté royalement avec exactement le même site, exactement le même concept,
exactement les mêmes anecdotes. Et en fait, en changeant le nom, le troisième qu'on a testé, qui était donc Fuck My Life, en troisième nom, on n'a rien changé au site, on n'a rien changé aux anecdotes, on a juste changé le nom et le nom de domaine. Et là, en 2 semaines, tu passes de 0 à 500 000 visiteurs. Voilà. Et en fait, c'est juste une démonstration qui prouve que un détail, des fois, comme le nom, peut tout changer dans la réussite de ton site ou de ton concept. Et donc, c'est un peu pareil pour Fiverr et pour 5 euros. Fiverr, quand il se lance en France, il a un nom qui s'appelle Fiverr, qui ne veut rien dire pour les Français. Ouais. Parce que Fiverr, c'est de 5 dollars là-bas. Et ici, pour nous, c'est juste un mot on ne sait même pas comment on l'écrit. Parce que c'est pas évident. Donc, ça ne sonne pas, ça ne veut rien dire. Et tu te retrouves sur un site aussi qui a une communication un petit peu à l'américaine. Et nous, on a tendance à préférer des choses un peu plus proches de nous. Les Américains, ils aiment bien les choses un petit peu bourrines, un petit peu c'est moi les meilleurs. Enfin, on est les meilleurs. Regardez nos meilleurs vendeurs. On est des fous avec des belles photos noir et blanc qui se la pètent un peu. Nous, on n'est pas comme ça en France. Et si tu fais ça, finalement, tu vas plutôt aller dans la mauvaise direction. Et eux, ils ont fait très simplement. Ils ont repris leur code et ils ont appliqué. Et justement, ça n'a pas marché. Donc, c'est un petit peu la même chose pour nous avec Vidmerd et F My Life. Il faut trouver la bonne sauce pour justement que ça fonctionne. Et on a réussi à la trouver, tant mieux. Et justement, eux n'ont pas réussi à la trouver en France. Nous, on pense l'avoir trouvée puisque ça fonctionne très bien. À voir si on arrive après à s'exporter dans le reste de l'Europe. Ça, c'est un objectif du coup. Bien sûr, c'est un objectif, mais déjà chaque chose en son temps. Faut savoir déjà bien maîtriser le marché français. On n'est pas non plus gigantesque. On n'est pas encore ultra connu. Puis on a encore beaucoup de choses à faire sur le site pour que justement il y ait toutes les fonctionnalités nécessaires pour s'exporter correctement. Donc, on est une petite équipe, on est 6 personnes. C'est pas énorme. Et à partir de là, justement, oui, on espère aller plus loin, bien sûr. J'ai une dernière question au sujet de 5 euros, c'est que vous vous êtes lancé avec un business model qui est assez casse-gueule, qui est la marketplace, avec 2 côtés. Donc, il y a à la fois les acheteurs et les vendeurs. C'est un peu la même situation, par exemple, que sur un site comme Airbnb, où il faut qu'à la fois qu'il y ait des gens qui mettent leurs appartements. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre leur appartement sur un site qui n'a pas de clients? Et pourquoi est-ce que les clients vont être sur un site qui n'a pas d'appartement à louer? Donc, il y a un peu un problème de l'œuf et de la poule, ce qui fait que ce type de business sont réputés pour être assez difficile à démarrer, pour avoir tes premiers clients et pour avoir cette traction initiale. Comment est-ce que vous avez géré ce problème-là de la marketplace avec les 2 côtés à remplir d'un coup? Ouais, c'est le problème essentiel de toute communauté finalement. Parce que bon, comme pour te reprendre, pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait un intérêt. Et c'est pareil dans toutes les communautés. C'est pas que dans la marketplace. Sur Vidmerd, c'était la même chose. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des anecdotes, il faut qu'il y ait des gens. Et pour qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des bonnes anecdotes. Sinon, ça peut pas marcher. C'est la même chose. Et ça, c'est justement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire construire une communauté de zéro. Et j'insiste sur le fait de dire de zéro, parce que souvent on se dit pour construire une communauté, c'est simple, on va faire un site à notre sauce, on va faire de la pub à mort, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a levé, parce qu'on est les rois du monde, et ça va bien marcher. Les gens vont venir sur notre site, ils vont utiliser nos outils, et ça va bien se passer. Bon, en général, c'est pas comme ça c'est souvent comme ça que les gens pensent, et c'est pas comme ça que ça marche. Pour construire une communauté, la première chose, c'est que ça prend du temps. Et ça, le temps, c'est vrai que c'est pas très compatible avec des investissements, surtout de court terme. Donc, pour les startups qui lèvent de l'argent, qui lèvent, on va dire, 1, 2, 3 millions et qui se disent avec ça, pas de problème, ça va marcher, mais qui n'ont jamais vraiment testé le produit dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec des dizaines de milliers de personnes sur un site, c'est sûr, ça va se casser la gueule. Pourquoi? Parce que un site, ça se construit avec sa communauté, obligatoirement. Donc en fait, je vais avancer bien entendu et répondre à ta question au fur et à mesure. Quand on va construire son projet, on va le construire avec les fonctionnalités de base, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour que ton site fonctionne et pour que ça attire des gens.
Sur VDM, c'était simple, c'était des anecdotes et un bouton pour voter, enfin même deux. C'était je valide, c'est une VDM, ou non, tu l'as bien mérité, ou alors tu l'as bien mérité. C'était ces fameuses anecdotes avec ces deux votes. C'était le cœur du site, c'était la base. Sur 5 euros, c'était justement pouvoir créer son service, pouvoir le vendre et avoir cette commission fixe à 1 euro. C'est tout. C'était la base du site. Là-dessus, bien entendu, il faut après prendre son bâton de pèlerin et aller chercher ce qu'on appelle le cœur de communauté. Le cœur de communauté, c'est les personnes qui vont être le plus réceptives à ton projet. Alors pour VDM, notre cœur de communauté, c'était les gamers, parce que c'était eux finalement qui étaient, on va dire, le plus sensibles à cet humour un peu décalé et piquant. Et on l'a trouvé tout de suite parce que c'était le milieu dans lequel on était. Donc là, on a eu un peu de chance. Pour 5 euros, il a fallu aller démarcher, il a fallu aller parler à des gens, à des vendeurs, à des illustrateurs, à des graphistes, à des personnes qui écrivent, à des gens qui font aussi un peu tout et n'importe quoi, comme des vidéos drôles, comme des caricatures, de la traduction. Et en fait, on est allé voir ces personnes une par une et on est allé leur parler du projet. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé ça intéressant parce que justement l'idée de base était intéressante. Ils se sont inscrits parce qu'ils nous ont fait confiance. Bien entendu, ces vendeurs-là, on les a plus depuis, mais ils ont servi à la naissance du projet. Et ces quelques centaines de personnes ont permis déjà de créer les premiers services. Ce qui est très bien avec 5 euros et avec Fiverr d'ailleurs aussi, c'est que contrairement aux autres marketplaces, nous, on a à disposition pour notre ami Google tous les textes des services. Ces textes sont des textes uniques, donc tu vois où je veux en venir, qui font souvent plus de 500 caractères. Donc à partir de là, on a un référencement SEO qui est extrêmement puissant. Donc qui fait le job après pour nous, pour justement récupérer des clients, une fois qu'on a les vendeurs, c'est Google. Voilà. Et donc, plus on avait de vendeurs, plus on avait de services en ligne, mieux le site était référencé. Donc, à partir de là, plus les vendeurs finalement arrivaient sur plus les clients arrivaient sur le site. Et donc, quand on a commencé à avoir 10, 15 ventes par jour, là, on avait donc un site qui fonctionnait et on a pu commencer à le faire évoluer. Et là, on le fait évoluer avec les gens. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ils agissent sur le site, on va regarder ce qu'ils font, on va regarder les points bloquants, on va regarder ce dont ils ont besoin. Et c'est en fonction de ça qu'on va faire évoluer les choses. C'est pour ça, justement, qu'un site doit évoluer avec sa communauté, puisque, justement, tu sais au fur et à mesure ce que désirent les gens et ce dont ils ont besoin, et tu ne peux pas les anticiper. C'est impossible d'anticiper, de savoir ce que les gens, disons, vont faire de ton site. Parce que finalement, ça devient un peu leur site. C'est ça qui est important. C'est plus ton site. Quand tu es sur un site communautaire, c'est surtout le site des gens qui le visitent et des gens qui l'utilisent. Voilà. J'espère que, disons, cette manière de construire une communauté est assez claire parce qu'elle est très importante et c'est des notions finalement qui sont pas évidentes à avoir, qui paraissent simples, mais qui dans la construction d'un projet sont pas évidentes à première vue. Au départ de ton projet et puis au final toute la durée du projet, tu peux faire des appels avec les gens, discuter directement. En dehors du fait de discuter directement avec les gens, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises? Je pense notamment à tout ce qui est usability ou ce genre de choses, les heatmaps ou je ne sais pas s'il y a des outils que tu utilises pour regarder ce que les gens font et en tirer ce que tu as besoin d'en tirer. Oui, bien sûr. Bien sûr que les outils de CRM, les Google Analytics, tous ces outils-là sont très importants pour connaître le parcours d'un visiteur, pour savoir ce qu'ils font, pour réussir à disons bien comprendre les points bloquants. Mais finalement, l'outil le plus important, c'est le support. C'est là où vraiment tu vas comprendre quels sont les points bloquants, parce qu'en général, les gens en parlent. Donc c'est dans une communauté comme la nôtre, en fait, on a tout un espace qui n'est pas visible du public, qui est un forum vendeur, sur lequel tous les vendeurs ont accès à partir du moment où ils ont un service en ligne.
Et donc, en fait, on a construit une communauté dans la communauté. Et grâce à ça, ça nous permet d'être en contact direct avec nos vendeurs et pouvoir justement discuter de comment ils se sentent sur le site, ce dont ils ont besoin. Et pour moi, c'est clairement le meilleur des outils. C'est bien sûr à corréler avec d'autres, puisque il y a des choses qui pourront pas vraiment se rendre compte. Et ça, c'est à nous c'est à nous aussi de le prendre en compte. Mais la discussion avec les gens, c'est vraiment le plus important. Et c'est là où tu vas arriver à te rendre compte de choses qui sont capitales. Est-ce que tu as mis en place des process particuliers pour faire remonter cette info depuis le support jusqu'à la prise de décision, ou est-ce que ça reste encore assez organique? Non, non, on est pas mal organisé là-dessus, hein. On travaille avec ce qu'on appelle Clubhouse. C'est un système comme Trello, si tu veux, un petit peu survitaminé. Et c'est simple, hein, quand quelqu'un voit quelque chose d'intéressant sur le support, quand quelqu'un a une idée, ça se transforme en cartes. Et après, ces cartes, on les traite une fois par semaine en réunion. Et les cartes intéressantes, ça rentre dans un système après derrière de traitement. Donc, soit c'est traité par la bonne équipe, soit c'est mis par l'équipe technique s'il y a du travail de code à faire. Après, c'est organisé en fonction des priorités. Donc oui, il faut quand même avoir une méthode agile derrière qui même à 6 est relativement importante, sinon on se perd vite dans un projet comme celui-là. C'est intéressant la manière dont tu l'expliques, parce que c'est aussi, en fait, un des seuls moyens que je vois, moi, de vérifier la pertinence d'une campagne marketing que tu peux faire, c'est en fait ce que les gens répondent à tes emails. Parce qu'effectivement, tu peux toujours mesurer ton taux de conversion, etc., mais le niveau de détail là-dedans est pas énorme, et si ça fonctionne pas, tu auras du mal à tirer de ton taux de conversion ou même de Google Analytics les raisons du succès ou d'échec d'une campagne. Mais en fait, si tu arrives à vraiment compiler ce que les gens te disent, ils te disent exactement ce qui va pas, ce qu'ils comprennent pas, ce qui leur plaît pas, ce qui les énerve. Euh, c'est assez, c'est assez intriguant en fait que le retour soit le plus simple. Tu vois, on cherche parfois le truc trop loin dans les chiffres. Enfin, surtout, les gens s'inspirent par exemple de Amazon ou de trucs comme ça, mais l'échelle qui est sur Amazon pour avoir un niveau de granularité sur les données, en fait, elle est dingue. Au-delà de ça, tu vas avoir des trucs vraiment très haut niveau. Et puis Ouais. Amazon a surtout des centaines de personnes pour traiter toutes ces Ouais. données. Et les outils mis à disposition, on va dire de toi, de moi ou des personnes, j'ai envie de dire un petit peu lambda, sont souvent très très puissants, mais pour les utiliser vraiment correctement, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Et finalement, nous, avec nos 10 journées en une, c'est un petit peu difficile d'aller au fond des choses avec des outils qui finalement te demandent beaucoup de traitement et beaucoup d'analyse. Et comme tu dis, souvent il faut aller au plus simple. Et c'est d'ailleurs dans beaucoup de cas qu'il faut faire ça. Allons au plus simple. Et le plus simple, c'est de discuter avec les gens. Et si on parle de ta campagne marketing, c'est peut-être qu'elle a fonctionné. Si on n'en parle pas, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Et comme les gens, de toute façon, parleront plus facilement des problèmes que des belles choses, à ce moment-là, les problèmes te remontent assez vite aux Mm. oreilles. Euh, à ce sujet, je voulais te poser une question précise sur Vie de merde. Avant juste de switcher complètement de sujet, est-ce que tu peux présenter en quelques phrases ce qu'est Vie de merde dans le cas où, je sais pas, un auditeur a grandi dans un pays étranger, n'a jamais entendu parler de ce site. Enfin, voilà, juste pour être sûr de l'avoir bien présenté. Alors, on est quand même en 2019, donc Vie de merde a été lancé en 2008, Mhm. hein, donc c'était il y a très 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 longtemps sur l'échelle d'Internet, c'était presque les dinosaures. C'était donc un site sur lequel, c'est toujours d'ailleurs un site et une application sur lequel tu peux partager le petit moment qui t'a pourri ta journée. La règle, c'est de dire on commence par aujourd'hui, on finit par VDM, qui veut dire vie de merde, et le tout doit tenir en 300 caractères. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très très drôle parce que justement, ça permet un peu de montrer qu'on n'est pas seul et que tout le monde a ces petites merdes qui leur arrivent chaque jour. Et on se prend au jeu et c'est très addictif.
à lire. Donc, ma question spécifique sur VDM, c'est que quand tu es sur VDM, tu as donc l'anecdote de la personne et puis ensuite tu as 2 choix sur lesquels tu peux cliquer. Le premier choix, c'est je valide, c'est bien une VDM. Et le deuxième choix, c'est tu l'as bien mérité. Et je me suis toujours posé la question de comment est-ce que vous êtes arrivé à ce deuxième choix. Parce que pour moi, si le premier choix, c'est bien une VDM, le deuxième, ça serait bah non, en fait, c'en est pas une, tu vois. Et en fait, le deuxième choix, c'est tu l'as bien mérité. Et je suis curieux de savoir d'où ça vient, si ça a toujours été comme ça, à quel moment est-ce que vous avez décidé que c'était ça la deuxième option. Ouais, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question qu'on nous a posée. Enfin, on ne pose pas cette question, on nous dit plutôt, mais pourquoi on n'a pas à l'inverse? Pourquoi on peut pas dire non, c'est pas une VDM? Je suis pas d'accord. Hmm. Bon, en fait, c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire tu peux pas unlike quelque chose parce que c'est. Nous, on est parti du principe de dire, mais encore une fois, c'est venu un peu naturellement. Hein. Vidmerd est un site complètement décalé. On l'a pas pensé de manière très carrée et complètement logique. Nous, on l'a pensé de manière à se faire plaisir et parce qu'on trouvait ça drôle. Le site a évolué depuis, bien entendu. Il était beaucoup plus caustique au début qu'il est maintenant, en tout cas. Mais bon, ça reste totalement cool et drôle. Hein, mais en fait, tu l'as bien mérité, c'est pour en ajouter une couche, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux dire, ouais, mec, ok, je valide, c'est une VDM, mais quand même, ce que t'as fait, t'aurais pu l'éviter, quoi, tu vois. Hmm. Donc, si tu l'as bien cherché, bah, quand même, tu peux lui dire, voilà, bah, tiens, tu l'as bien mérité. En fait, c'est encore, le fait de cliquer sur ce bouton-là, c'est un petit peu jouissif et en même temps, c'est drôle à dire. C'est justement pour ça qu'on l'a fait. Et de dire ah ben non, c'est pas une VDM, en fait, ça laisse un choix A et un choix B. Bon, bah de suite, on rentre plutôt dans un style de sondage. Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous aimez pas ça? Bon, tu vois, c'est un peu moins funky Ouais. et on trouve que vu comme ça, c'est beaucoup plus cool. Dans ce cas-là, du coup, les 2 choix sont marrants. Et la personne, le visiteur, est placé un peu dans la position d'un espèce de juge qui doit Exactement. réfléchir à la situation de la personne et se dire est-ce que vraiment c'était pas de bol ou est-ce que il l'a bien mérité. Et psychologiquement, je trouve ça, tu vois, c'est contre-intuitif le choix qui a été fait là. Et au final, tu dis c'est vachement plus engageant d'être là-dedans que d'être juste dans la position où il y a un seul des 2 choix qui est marrant et l'autre choix, en fait, t'es un peu le mec relou qui fait non, mais ouais, mais en fait, non, c'est normal, tu vois. Ouais, non, en fait, de mettre des choix opposés, ça veut dire j'aime ou j'aime pas cette anecdote. Hmm. Le fait de pas dire j'aime ou j'aime pas, le fait est juste de donner on va dire ton ressenti et surtout de cliquer sur le bouton, c'est est-ce que ça te fait du bien ou non. C'est un plaisir coupable hein, de cliquer sur tu l'as bien Hmm. mérité. Et donc, quand vous avez lancé VDM, tu te souviens d'où vient cette idée-là de laisser aux gens poster des anecdotes sur leur vie? Parce que c'est quand même un concept qui est super spécifique. Et le concept, il est super spécifique jusque dans le nom de domaine. T'avais une intuition particulière que ce truc-là allait marcher ou t'as mentionné tout à l'heure que c'était issu d'une communauté de gamers. Comment et ce concept-là, il s'est cristallisé avec les règles bien précises que tu as mentionnées à l'instant? Ouais, ouais. En fait, à la base, c'était donc un channel IRC. Donc pour ceux qui connaissent pas IRC, hein, c'est un petit peu comme c'est l'ancêtre de Discord pour faire simple. Donc avec des différentes chaînes où les gens pouvaient se retrouver et donc c'était public. Hein, et on avait créé un chan qui s'appelait Vidmerd parce que on trouvait l'expression drôle et on avait pris l'habitude sur ce chan de raconter ce qui nous était arrivé dans la journée en commençant par aujourd'hui et en finissant par VDM comme ça parce que un jour quelqu'un l'avait dit, enfin nous hein, on l'avait dit et on trouvait ça marrant. Tu sais, quand tu traînes entre potes, tu as des expressions qui arrivent souvent et tu les gardes. Et donc, bah, Ouais. ça, c'était entre nous sur un channel privé et c'était des trucs à la con. Hein. Je me rappelle, genre, aujourd'hui, mon frigo s'est décongelé tout seul, VDM, parce que c'était arrivé à mon associé Maxime, vraiment. Hmm. Voilà, il m'avait pris une photo, il m'avait dit, regarde, j'ai une flaque énorme dans ma cuisine. Et il l'avait écrit sur le channel.
Et c'était drôle, en fait, dit comme ça. Et un jour, donc, Maxime s'ennuyait chez lui un samedi. Il s'est dit, tiens, on va récupérer toutes ces anecdotes-là, parce qu'on en a fait depuis quelques mois, de ce Chan IRC, et on va les mettre sur un site et qu'il a appelé Vie de merde, hein, tout simplement, parce que en raison de l'acronyme VDM. Et donc, il les a mis dessus, mais il n'y avait pas de vote, il n'y avait rien. C'était juste pour la postérité, pour dire, je montrerai à mes petits-enfants, ça va être drôle. Et donc, comme justement on était sur ce fameux réseau IRC, ce site-là a commencé à tourner dans le réseau. Et on était donc un jour en 2008, on était dans une LAN party, donc dans une compétition de jeux vidéo. C'était à Mont-de-Marsan, donc Maxime dit tiens, mes serveurs ont planté, donc il faut que je les redémarre, comme ça peut arriver assez souvent. Et il s'est rendu compte que ça avait juste planté parce qu'il y avait trop de monde dessus. Donc, ça avait fait cracher tout le système. Okay. Et à partir de là, on s'est dit, bon, en fait, il y a peut-être un truc à faire. Et comme, bon, on était déjà associés, on avait déjà une boîte dans le web, on s'est dit, tiens, on va peut-être développer un peu les choses. Et les gens ont commencé à nous envoyer des emails en demandant de poster les leurs. Ils ont demandé, en fait, les fonctionnalités. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un formulaire pour poster une VDM. Et c'est parti de là. Et à partir de ce moment où le site a commencé à marcher, à l'origine, c'était l'idée de le monétiser ou c'est venu plus tard, ça? Absolument pas. Hein. C'était pas du tout l'idée de monétiser un site comme ça. En fait, quand on a commencé, donc c'était le nom de domaine a été réservé le 12 janvier 2008. On a commencé à vraiment avoir du monde fin février. Donc après, moi je me connaissais quand même un petit peu en pub, donc on s'est dit qu'on allait quand même peut-être mettre une petite bannière pour le fun, mais à l'époque il fallait signer avec une régie publicitaire. C'était pas aussi facile que ça. On créait pas. C'était pré-AdSense? Alors il y avait AdSense, mais c'est pareil. Disons que de se faire valider, c'était un petit peu plus compliqué. Comme on travaillait déjà avec des régies pour justement nos sites de jeux vidéo dans le gaming, on s'est dit qu'on allait les utiliser aussi et elles rémunéraient bien mieux qu'AdSense à l'époque. Et en fait, toutes les régies nous ont refusé parce qu'elles trouvaient le nom trop bizarre, trop chelou, et elles disaient mais jamais on va arriver à monétiser un site comme ça, c'est pas possible, vous ne ferez pas d'argent. Et finalement, on a trouvé une qui nous a accepté. Et donc, en un mois, on a fait 15 000 euros. Voilà, à deux. Donc, parce que le trafic était tellement énorme. Parce que le trafic était très, très gros. Et encore, on avait, je ne sais plus à l'époque, c'était quelque chose comme 200 ou 300 000 visites jour. Voilà. Et comment est-ce que tu réagis dans une situation comme ça? C'est quoi ta prochaine étape quand tu avais une petite idée comme ça et qui tout d'un coup, tu te rends compte que tu as touché un filon? C'est quoi ton processus de pensée et ton processus d'action pour te dire on va essayer d'en faire quelque chose? Alors, il y a plusieurs façons de penser. Il y a la personne qui va penser à l'argent et qui va se dire on va mettre une deuxième bannière et une troisième bannière pour faire encore plus d'argent. C'est ce que beaucoup le font. Hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le web est devenu une catastrophe en termes de publicité. Nous, on n'a pas fait ça. On s'est plutôt dit, tiens, on a quelque chose donc on est plutôt tranquille et on va plutôt prendre le temps de le faire évoluer correctement. Tu vois, c'est plutôt comme ça qu'on a pensé les choses, en se disant, ok, le problème d'argent, il est clair, on est bien, là, ça on s'en occupe plus parce que ça allait pas couper du jour au lendemain, hein, donc ça c'est bon. Donc on s'est dit, on va s'occuper du produit. Et c'est plutôt la phase qui est sympa en se disant, ok, en un mois t'es rentable, c'est très bien. Donc maintenant c'est la partie cool, quoi, la partie produit. Donc quand tu parles de se reconcentrer sur le produit, tu parles surtout de développer la plateforme en elle-même sur les aspects plus techniques? Exactement. Et puis ça nous a permis aussi de monter et de créer des applications très rapidement. Parce qu'en 2008, il y avait finalement peu d'apps à part les apps à part les très grosses apps, les apps, on va dire que tu peux trouver et qui sont faites par les grandes sociétés. Les apps de petits sites indépendants, il n'y en avait pas des tonnes. Et donc justement, pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas encore? C'était en 2008, donc de un, le nombre de smartphones n'était pas ultra important.
il y en avait pas beaucoup, hein. Puisque c'était, pour rappel, c'était l'iPhone 3G, hein, à l'époque. Donc ça date, hein. Hmm. Pour te dire, on était sur Android, je sais plus, 3, 4, quelque chose comme ça. 3, je crois que c'était ça. J'ai lu quelque part que vous aviez eu un espèce de concours que vous aviez mis en place pour vraiment développer ces applications. Alors, c'est pas vraiment un concours. Je sais pas si tu fais référence à ça, mais ce qu'on a fait pour nos applications, Le fait que vous c'était aviez ouvert que l'API, on c'est avait ce à donc quoi je fais. exactement. Ouais, j'y venais. Ouais. Euh, on s'est dit, voilà, donc on a un système qui est plutôt cool, et ce qu'on va faire, c'est on va faire une API qui est complètement ouverte et on a fait pareil avec Beta Siri. Et Beta Siri, d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que si tu veux développer quelque chose en te basant sur nos données, c'est complètement gratuit et ouvert tant que l'application n'est pas payante et tant que finalement tu ne fais pas d'argent dessus. Libre à qui veut utiliser nos données via une API pour créer une application. Voilà, c'était le système. Donc, ce qu'on a fait sur VDM, c'est que il y a plein de développeurs qui ont créé des applications et on a pris, on va dire, les meilleurs pour que ça devienne l'application officielle. Il y a eu beaucoup d'officieuses à côté qui ont duré extrêmement longtemps. Au fur et à mesure, après, comme elles n'étaient pas maintenues correctement, on a préféré les couper parce qu'elles étaient plus qualitativement assez intéressantes pour l'utilisateur. Donc, on a gardé après, au final, que les applications officielles qui ont été faites par des développeurs indépendants à la base, qui se sont servis de l'API pour la créer. Et ces développeurs, d'ailleurs, on les a rémunérés au pourcentage sur les revenus publicitaires générés par les applications. Donc, ils ont été extrêmement bien payés. Hmm. Voilà. Donc, ils ont été, on va dire, rémunérés pour la prise de risque qu'ils ont fait à la base. Ouais. Puisqu'ils ont quand même créé quelque chose de A à Z, ils ont passé des mois pour rien, hein, mais derrière, ils ont été largement rémunérés et remerciés pour leur aide. Le dernier point que je voulais aborder avec toi sur le sujet de Vie de merde, c'est les livres qui ont été publiés. Ouais. C'était quoi le concept? Pourquoi est-ce que tu te dis, tiens, les gens vont acheter un livre avec ces anecdotes-là? Ouais, c'est vrai que très vite, en 2008, on s'est dit, franchement, j'adorerais offrir Vie de merde à ma grand-mère. Je pense que ça pourrait lui Ouais. faire plaisir et que ça pourrait lui faire rire. Mais le problème, c'est que offrir un smartphone ou un ordinateur, c'est pas très pratique. Hmm. Donc, on s'est dit qu'un livre, ça pourrait être beaucoup plus cool. Donc, très vite, on s'est dit, on a envie de transformer ce site en papier. Il n'y avait pas de site qui était transformé en papier à l'époque, hein. C'est-à-dire que maintenant, la mode, c'est de dire, dès qu'il y a un concept qui marche un peu sur Internet, on en fait un livre. À l'époque, on a été les premiers à créer ça, c'est-à-dire à transporter ce qui se passe sur le web sur un bouquin. Parce que c'était exactement la même chose, hein. Moi, j'ai écrit à, on va dire, 10-15 éditeurs. Et à l'époque, j'en avais eu quelques-uns au téléphone qui ont dit simplement, mais quel est l'intérêt de proposer quelque chose disponible gratuitement sur le net sur un format papier? Ouais. Voilà, c'était la réaction que la plupart avaient. Et jusqu'à ce que l'on rencontre Michel Lafon, qui lui a tout de suite vu l'intérêt et qui s'est dit, mais oui, c'est un formidable cadeau. C'est quelque chose de drôle qui devrait pouvoir très bien s'offrir et être vendu. Donc lui, il nous a fait confiance. Il nous a dit, vous avez carte blanche sur le bouquin. Donc c'est super cool parce qu'on a construit vraiment notre propre livre. On est allé chercher à l'époque Pénélope Bagieux qui nous avait donc illustré tout ça. On avait construit notre livre, on avait tout fait nous-mêmes. Il nous a édité et la première année, on a vendu 100 000. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de super intéressant, et d'où l'intérêt de sortir ça du monde virtuel et de le mettre sur le réel. Ça a permis à plein de gens qui adoraient le projet, qui adoraient VDM, qui se retrouvaient dedans, de dire lors d'un cadeau, regarde, j'adore ça, tu devrais regarder, tu devrais lire ça. Donc beaucoup de gens ont commencé par le bouquin, d'ailleurs dont ma grand-mère, et après ma grand-mère a acheté un iPad et elle est allée sur VDM. Ah, c'est drôle parce que du coup, ça fait effectivement un cadeau dans le sens où si VDM, c'est un truc que moi je regarde tous les jours, ça fait partie de ma vie et ça Voilà. en fait un truc super personnel. C'est ça. Comme ça fait partie de ta vie et que tu adores ce truc, tu as envie de le faire partager et de l'offrir. Donc, en général, tu donnes à tes potes.
ton pote le met dans les chiottes parce que c'est super bien pour lire quand on est dans les toilettes. Et après, comme ça, ça permet de faire un cadeau sympa et tu partages un petit peu de ta vie. Et en général, le pote, après, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur VDM et il fait la même chose. Est-ce que tu as un peu de temps pour parler de Beta Series? Oui, bien sûr. Ok, je suis pas sûr comment tu étais au niveau du temps. Non, c'est bon. Cool. Je voudrais parler un peu de Beta Series parce que je sais que c'est un projet sur lequel tu t'es mis un peu plus récemment, mais tu as aussi dit tout à l'heure que c'était un vieux projet. En fait, tout à fait. C'est un projet qui a été créé aussi par Maxime à l'époque, donc mon associé. Maxime est surtout on va dire le développeur de génie qui me sert d'associé. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif dans les concepts et qui est surtout plus très bon techniquement. Donc dès qu'il a une idée en tête, en général, il la crée et après advienne que pourra en fait. Donc à l'époque, en 2008, c'était aussi la période où sortaient les premières grosses séries américaines. C'était la période de Lost, de Prison Break, ce genre de séries qui ont vraiment permis à justement la série d'exploser en France et surtout dans le monde, avec des formats un petit peu plus punchy. Enfin, on s'en souvient tous, on les a tous vus. Et donc cette multitude de séries, il y avait un problème, c'est que quand on voulait les regarder, on savait plus trop où on en était, puisque on les regardait suite à la diffusion aux US, on regardait donc saison 3, épisode 2 de quelle série, oh mince, je sais plus. Alors il fallait noter ça dans des calepins ou sur des fichiers texte ou garder en mémoire où on en était. Donc on s'est dit bon, il y a peut-être un outil qui existe déjà. Bon, il n'y en avait pas, donc Maxime l'a créé tout simplement. C'est créé une sorte d'agenda qui récupérait automatiquement les dates de diffusion aux US de l'ensemble des séries qui se passaient, et avec un système de marquer comme vu quand on avait vu son épisode. Aussi simple que ça. C'était, comme je parlais dans la création de communauté tout à l'heure, c'était justement la base du système. C'est qu'est-ce que ton système a besoin pour fonctionner et qu'est-ce qui fait l'identité de ton produit. C'est ça, c'est cet agenda. Et derrière, justement, il y a d'autres personnes qui ont voulu l'utiliser. Donc, comme à chaque fois, on crée un système de comptes, on fait plusieurs comptes, enfin un système de création de comptes qui permet donc à chacun d'avoir leur propre agenda. Et derrière, plein de fonctionnalités qui s'ajoutent pendant à peu près 10 ans. Ça fait 10 ans que le projet fonctionne. C'est juste qu'il y a 2 ans, un fonds d'investissement donc nous a permis de passer à la vitesse supérieure et donc nous a donné de l'argent pour permettre à la société Beta Série donc d'être créée et de vraiment développer le projet à plus grande échelle. Pour s'intéresser à un fonds d'investissement, il faut qu'il y ait la perspective d'un gros retour financier. C'est quoi la perspective de monétisation sur Beta Series? En fait, Beta Série, grâce à Beta Série, on connaît donc ce que regarde chacune des personnes de manière transversale. C'est-à-dire que TF1 a les données de TF1, Netflix a les données de Netflix, OCS a les données OCS. Nous, on a les données de tout le monde. Ce qui nous permet derrière, donc en faisant on va dire des systèmes de data intelligentes, de proposer des systèmes de statistiques à des sociétés comme Médiamétrie, comme d'autres, de visionnage de qui a vu quoi et quand. Et ça, c'est très important pour eux puisque ça évite, on va dire, déjà de prendre le téléphone et d'appeler chacune des personnes pour savoir ce qu'ils ont regardé la semaine dernière. Ça a aussi un degré d'efficacité et de précision qui est bien supérieur à tous les sondages qu'on peut faire, puisque là, c'est de la donnée déclarative. La donnée déclarative, c'est beaucoup plus fiable que tout le reste. Et donc, c'est ça qui est le cœur du projet financier de Beta Série. Beta Série reste un système gratuit, sans publicité, ça c'est important.
On fait Pourquoi est-ce que c'est quelques... important sur Beta Series alors que par exemple il y avait de la pub sur VDM? En fait, c'est le modèle économique qui est différent. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme beaucoup de gens sont allergiques à la publicité, et je le comprends parce qu'elle est très mal faite, ce qui, on espère, va changer. Je pense que tu n'as pas envie, quand tu vas vouloir marquer un épisode comme vu, de te taper 15 secondes de pré-roll sur le dernier film qui va arriver au cinéma avant de pouvoir marquer ton épisode comme vu. L'expérience utilisateur serait vraiment trop dégradée. Donc nous, on n'a jamais voulu mettre de pub sur Beta Série parce qu'on a voulu que l'outil soit vraiment le plus simple d'accès, le plus facile et justement le plus friendly. Et ça passe par ne pas mettre de publicité. Donc, il a fallu trouver de toute façon d'autres systèmes de monétisation qui soient de toute façon plus intéressantes, euh, puisque la data est plus intéressante que la publicité actuellement, c'est clair. Il y a beaucoup plus on va dire, de possibilités financières, il y a beaucoup plus d'opportunités que maintenant dans la publicité, en tout cas qu'auparavant. Donc, on pense que c'est beaucoup mieux que ce soit pour les utilisateurs et aussi pour nous de faire ça. Bien entendu, tout est anonymisé. Enfin, j'en passe. Hein, Ouais. c'est un peu normal. On est largement compatible à RGPD, mais c'est vrai que c'est de ça dont on sert, et de toute façon, on le cache pas. Hein, je pense que les gens après, s'ils n'ont pas envie vraiment de partager ça de manière anonyme, c'est simple, ils n'utilisent pas de série tout simplement. Un élément qui m'intrigue beaucoup dans ce domaine-là, c'est notamment par rapport à Netflix, où à partir du moment où House of Cards est sorti, Netflix, on a commencé à entendre parler du fait qu'ils utilisaient leurs données non seulement pour faire des recommandations de contenu, mais aussi pour informer le contenu qu'ils allaient créer et le type peut-être même le genre de série, le casting qui allait marcher, peut-être même le type de storyline, et ils savaient comment sortir des données, tous ces éléments-là qui allaient informer la partie créative. Tout à Je fait. sais pas si c'est quelque chose dont tu as entendu parler, c'est quelque chose auquel tu réfléchis. Je trouve ça fascinant parce que j'imagine qu'à une certaine époque, c'était pas ces données-là, elles n'étaient pas disponibles. D'un coup, elles deviennent disponibles, et évidemment qu'elles doivent informer la production qui coûte énormément d'argent. C'est capital, et c'est quelque chose qui en tout cas est aussi dans notre tête depuis très longtemps. Il y a des outils qui existent déjà, qui sont américains. D'ailleurs, je sais plus le nom, hein, je t'avouerai, mais il y a déjà des choses qui analysent en tout cas surtout les scénarios, qui analysent les textes des scénarios à succès pour essayer de reproduire à peu près, pour voir ce qui a fonctionné, pour voir ce qui peut marcher, pour trouver des patterns en fait dans ce genre de choses qui plaît aux gens. Et dans les analyses et dans les données, c'est aussi ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'en croisant énormément de données, on peut arriver à trouver des patterns. Alors, on peut croiser des dates pour savoir, par exemple, quand une série sort. Si une série sort peut-être en août, elle aura peut-être moins de succès que si elle était sortie en janvier, parce que les gens sont peut-être dans un état d'esprit différent. Ça peut influencer. Bien sûr, le casting, ça influence. Le type, sur quelle chaîne tu vas le passer, sur quel type de réseau, hein, qui tu as en face. Est-ce que tes campagnes de com vont être correctement calibrées aussi? Ça permet d'anticiper ça. Parce que si tu peux anticiper le type de série, tu peux anticiper la date, tu peux anticiper pas mal de choses, tu peux aussi anticiper la communication. Donc, on peut permettre aussi à des boîtes, on peut être aussi conseiller de boîtes de com en leur disant, bah voilà, pour telle série, regardez ce qui a été fait, ça a été fait comme ça, il y a eu tel retour, mais regardez, l'audience, elle a baissé là au bout de tel épisode. Donc là, il y a un problème, et ça permet de pas donc refaire les mêmes erreurs et potentiellement d'adresser le bon public au bon moment avec la bonne série. Donc bien sûr, on peut aller très 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 loin, et je pense qu'on n'est qu'au début de ces fameux apprentissages, et que derrière, ça va permettre à l'industrie, au final, de gagner de l'argent en justement leur permettant d'analyser les choses qui sont faites par le passé. C'est quoi l'échelle aujourd'hui de Beta Série? Alors aujourd'hui, on a plus d'1 million de membres en France. Alors bien sûr, on n'est pas 1 million d'actifs, hein, on est plutôt aux alentours de 150-200 000 actifs à peu près. On a un gros concurrent qui s'était lancé en France qui s'appelle Tilly Time,
qui là maintenant est aux États-Unis et qui marche très bien d'ailleurs aux États-Unis. Nous, en tout cas, ce qu'on veut déjà, c'est mettre la data dont on dispose. On l'a déjà mis à disposition de pas mal de sociétés en France. On veut aller plus loin et travailler avec eux pour justement qu'on arrive à une maîtrise correcte de tous les éléments dont on dispose, puisque c'est pareil, on dispose énormément de données, mais pour les utiliser correctement, il faut aussi qu'on sache comment le faire. Et ça, c'est en travaillant avec les acteurs de la sphère audiovisuelle, on va savoir exactement comment faire. On construit des dashboards et on les construit avec eux. Comme dans la création d'une communauté tout à l'heure, on ne peut pas construire le dashboard sans savoir ce que les gens vont vouloir. Donc, on doit travailler avec eux aussi pour apprendre comment donc comment analyser vraiment aussi nos données, et aussi peut-être qu'il y avait des données sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé et qui sont capitales pour eux. Mmh. Et ça, donc, on doit aussi apprendre. Et ça, on apprend avec eux. Donc, une fois qu'on aura bien maîtrisé ce système-là, on a déjà de toute façon commencé à traduire Beta Série en anglais, en espagnol, en allemand, pour s'étendre et pour justement adapter l'outil après ensuite au marché européen. D'accord. Donc à terme, c'est toujours la même idée, c'est de t'appuyer sur ce marché de base pour t'étendre. J'imagine que Exactement. dans ce cas-là, surtout si tu vas internationaliser en Europe, tu vas devoir repenser notamment tous tes partenariats. J'imagine que les personnes qui vont utiliser ces données ne sont pas toujours les mêmes acteurs. Et ça te demande de rechanger toute la partie, même si l'outil, j'imagine, peut en grande partie être similaire. Tous tes partenariats commerciaux sont différents. Ouais, l'outil peut être relativement similaire. Oui, ça de ce point de vue-là, ça reste un outil technique, un outil avoir un message derrière ou ce genre de choses. Tant que l'outil est pratique à utiliser, on peut garder le même, c'est pas trop un problème. Peut-être une question de nom après, à voir. Mais en tout cas, les partenariats commerciaux, toutes les sociétés avec qui on parle ont souvent des antennes dans les autres pays. Ça reste des sociétés internationales. Ouais. On n'a pas non plus à tout refaire, bien au contraire. Et certaines attendent déjà d'ailleurs des données à l'international et pour l'instant, on peut pas leur fournir parce qu'on les a pas. Mais à partir du moment où on les a, je pense que ça pourrait aller très vite. Donc non, c'est pas un problème qui est capital et très problématique pour nous, bien au contraire. Le problème, c'est surtout de continuer à se développer en France. C'est un milieu qui est tout petit, le milieu de l'audiovisuel. C'est très difficile de s'y faire une place. Donc, on espère y arriver. C'est le plus important pour après asseoir notre dominance en France et peut-être derrière à l'international. Comment est-ce que Beta Series fait aujourd'hui pour acquérir des utilisateurs? On fait pas de campagne de com parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et donc, on marche comme on marche pour l'ensemble de nos projets, c'est-à-dire au bouche à oreille et au référencement. Puisque c'est pareil, les fiches bêta série sont assez bien référencées. Bon, bien sûr, on se bat derrière contre des hallucinés, ce genre de choses qui sont de très très grosses machines et qui référencent très bien leurs produits. Mais pour l'instant, ça nous suffit pour acquérir des utilisateurs. Comme on fait pas une course à l'audience, c'est-à-dire que comme on n'a pas de système publicitaire derrière, que j'ai 200 000 ou 250 000 personnes sur l'app par mois, bon, c'est pas très très grave. L'important, c'est que nos données soient assez nourries pour en avoir assez. Avec 250 000 personnes différentes par mois, ça suffit largement pour faire des panels qui soient très très bien représentatifs de la population française. Et Ouais, c'est ça qui est important pour nous. Après, derrière, disons qu'on améliore l'outil tous les jours pour justement susciter l'intérêt des nouvelles personnes et que les gens en parlent autour d'eux. Après, bien entendu, peut-être une petite campagne de communication pour se faire connaître, ce serait pas trop. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le but. On voit parfois dans le cas, par exemple, de Dropbox qui encourage les gens à partager l'accès à Dropbox pour avoir, je sais plus, quelques dollars de réduction sur le plan premium, avec le fameux cas de Hotmail qui avait la signature qui renvoyait les gens vers comment se créer une adresse sur Hotmail. Toutes ces tactiques qui permettent de donner un petit coup de pouce à la viralité
Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu réfléchis dans le cas de ton site? Ouais, bah, disons que c'est toujours bien d'arriver à créer des choses qui sont virales, hein, c'est sûr. Après, oui, je me rappelle que dans Dropbox, faisait des choses qui étaient très, très intéressantes. Il y avait aussi c'était Uber à l'époque, hein, aussi, qui faisait des grosses, grosses réductions au lancement pour réussir à avoir des filleuls, mais c'était genre comme 10 ou 15 euros, c'était assez bien. Et en général, ce qui intéresse les gens, pour être viral, il faut que ce soit une proposition qui soit réellement intéressante. Et en général, ce genre de choses coûte de l'argent. Donc, c'est un petit peu comme sur 5 euros, si on disait, bon, on vous offre la commission sur la première commande. Bah, en fait, pour nous, c'est énorme, mais pour la personne, c'est pas grand-chose. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, en ouais, fait, ouais. un système peut être viral et peut très, très bien marcher, beaucoup mieux qu'une campagne de communication et finalement à moindre coût, mais à un coût quand même qui est non négligeable. Et, moi, j'ai toujours envie de faire une chose, c'est de dire, quand on a un produit qui est bon, en fait, le défi, c'est de dire ta communication, elle doit valoir quasiment zéro parce que ton produit est bon. Donc, les gens, c'est peut-être un peu présomptueux, hein, de le dire, hein, mais donc les gens devraient finir par l'utiliser. Si les gens ne l'utilisent pas et se disent, et les quelques personnes qui sont là n'en parlent pas autour d'eux, à ce moment-là, je pense que c'est qu'il y a un problème de produit. Donc, on devrait arriver à grossir de manière, on va dire, entièrement naturelle, sans avoir à faire de campagne de communication. Après, bien sûr, on peut avoir besoin de boost. Ça c'est bien entendu. On n'en a pas besoin sur Beta Série pour l'instant. Mais si on avait besoin de boost, bien entendu, il faudrait qu'on passe à d'autres systèmes, donc beaucoup plus, on va dire comme de la viralité, mais ça coûtera de l'argent. Et moi, j'ai toujours envie de dire, un bon produit, si ça veut grossir, ça grossira tout seul, peut-être moins vite, mais en tout cas, ça coûtera zéro. Ouais, c'est vraiment intéressant la manière dont on le présente, et notamment le truc auquel j'avais vraiment jamais pensé dans le cas de ce site-là, c'est qu'il y a t'as pas besoin d'avoir tout le monde, et peut-être que tu n'auras jamais tout le monde parce que j'imagine qu'il y a un certain type de personnalité qui est un peu obsessionnel et qui veut checker chaque série qu'il regarde. Et il y a d'autres gens que ça touche moins. Mais au final, tu n'as pas besoin de toucher tout le monde puisque c'est plus un système de panel et de représentativité. Au final, Médiamétrie, il n'appelle pas à chaque Français pour savoir ce que les gens ont regardé la dernière soirée, quoi. Et ouais, Exactement. Exactement. Donc, bon, après, il faut que le système ait assez de membres quand même pour fonctionner. Le but est aussi de créer une ouais, communauté où les gens discutent des séries entre eux. Donc après, ça reste pour les fans de séries. C'est vrai que, bah, pour reprendre l'exemple de ma grand-mère, ça, elle l'utilisera pas, hein, ça c'est sûr. Même si elle regarde Derrick, c'est pas trop un problème. Euh, le... Après, oui, il y a des gens qui checkent beaucoup, qui sont très méticuleux, et il y en a d'autres qui le font pas parce que c'est pas dans leur habitude. Ils regardent peut-être énormément de séries, mais ils ont peut-être des systèmes qui sont différents, ou alors ils regardent que sur Netflix. À partir de là, le système le fait pour eux. Mais bon, après nous on a fait des connecteurs qui nous permettent de justement garder aussi en Netflix. Mais derrière, c'est vraiment ça dépend du type de personne que tu as en face. Et à partir du moment où tu en as assez pour que ton projet fonctionne, bon, bah, c'est pas non plus la peine d'en avoir plus, hein. Euh, Guillaume, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour boucler ces conversations. La première question, c'est, et je suis prudent sur la manière dont je te le pose parce que j'ai vu que quelqu'un t'avait posé une question similaire et tu te souviendras peut-être pas de ça, mais essentiellement ma question habituelle, c'est si tu devais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Et quelqu'un t'avait posé une question qui était un peu similaire et t'avait dit, bah, je changerais rien. Donc, je voudrais reformuler ma question pour la clarifier par rapport à cette situation. C'est si tu reviens en arrière et tu penses à qui tu étais quand tu avais 20 ans, quel conseil est-ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là? Ah, c'est pas des questions qui sont évidentes. Euh, Nous, on a de la chance, ça a fonctionné du premier coup, donc c'est un peu compliqué, tu vois, ce genre de questions. Ouais, Euh, j'ai pas de réponse. ouais. Quel conseil j'aurais pu recevoir à l'époque et qui m'aurait aidé. Bah,
c'est surtout que j'ai appris sur le tas, donc et ça s'est bien passé. Donc j'ai eu la chance, hein, attention, hein, je mesure ma chance, mais en tout cas, comme ça s'est plutôt, disons, bien passé, je vois pas trop les conseils qu'on aurait pu me donner à l'époque pour que ça se Hmm. passe encore mieux. À partir de là, voilà. Non, mais ça fonctionne comme réponse en soi, hein. Moi, une des réponses à cette question qui est le plus restée avec moi, c'était la réponse d'Antoine Pétavin, qui m'avait dit, en fait, je me suis dit, ben, détends-toi, mec. Ça va marcher, tu n'as pas besoin toujours de stresser que le monde va s'écrouler, que tout ce que tu veux, ça va imploser. Et je pense que ça a particulièrement résonné avec moi parce que c'est un peu toujours cette dynamique que j'ai aussi eue, tu vois, où ne sachant pas comment ça va fonctionner sur un horizon de 5 ou 10 ans, en fait, tu étais beaucoup plus stressé et nerveux et, euh, et paranoïaque que tu l'aurais été si tu avais su que, au final, voilà, le truc avait suivi son bonhomme de chemin et ça n'avait pas explosé. Je trouvais que sa réponse était intéressante dans le sens où il n'aurait rien changé, mais il aurait peut-être abordé ça de manière un peu plus détendue et il aurait été moins anxieux. Et pour moi, ça a vachement résonné. Mmh. Ah ouais, je comprends le truc, hein. Mais en fait, quand on se lance, enfin moi je me suis lancé, voilà, j'avais une petite cagnotte, je me suis dit, elle dure 1 an cette cagnotte, au bout d'1 an, il faut qu'on ait de l'argent sinon on ferme. Voilà. Ouais, Donc sans business plan, sans rien, hein. C'est-à-dire qu'on ouais, s'est lancé avec mon associé en se disant: «On va créer nos projets et ça va fonctionner». Voilà. On n'avait rien et on a codé, je sais pas, 4, 5, 6 sites différents à peu près et jusqu'à ce que VDM soit arrivé. Jusqu'à ce que VDM soit arrivé, hmm, tout simplement. Et donc on était quand même assez dingue. C'est-à-dire que on s'en foutait. Au pire, on aurait cramé notre pécule et on se serait retrouvé employé d'une SS2I finalement pour après gagner notre croûte. On ouais, savait un petit peu vers où on allait. Donc après, moi, ce que j'aurais pu, en fait, le conseil que j'aurais pu donner moi en tant que maintenant avec mes 37 ans, enfin 36 pour l'instant dans une semaine 37, c'est de dire fais gaffe quand même à tes arrières, couvre un peu tes arrières, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors j'ai eu de la chance parce que tout s'est bien passé, mais c'était un peu du gambling, tu vois. ouais. Donc peut-être que mon moi de maintenant aurait dit à mon moi d'avant fais gaffe, ça peut ne pas fonctionner. Mais justement, ça contredit un petit peu ce que tu viens de dire. Et je pense que ce que tu viens de dire est beaucoup plus important en disant aie confiance aussi en ce que tu fais, ça va marcher. Tu vois, Mhm, ouais. de toujours dire oh je sais pas trop comment ça va se passer, attention attention. En fait, plus on vieillit, plus j'ai l'impression que bon on est foufou, plus on fait gaffe, plus on essaie de se couvrir, plus on stresse. Et je trouve que c'est pas la bonne attitude quand on va entreprendre. Et justement, je pense que si j'avais entrepris maintenant à mon âge, ça aurait été beaucoup plus compliqué qu'à l'époque parce que j'aurais pas pris tous les risques que j'ai pris à l'époque. Ouais, ok. C'est très intéressant. Du coup, ça répond de manière très intéressante à cette question qui sert à mettre en lumière en fait ce que tu as appris et la manière dont tu as changé et le regard que tu as aujourd'hui sur la personne que tu étais à l'époque. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors non, pour la simple et bonne raison que je ne lis quasiment jamais. C'est pas, en tout cas, c'est pas bien hein, ce que je dis puisqu'il il y a des livres qui sont particulièrement intéressants. Donc non, je n'ai aucun livre à conseiller. J'écoute pas mal d'interviews, ça c'est sûr. En quel format? Que ce soit sur YouTube ou ce genre de choses, il y a des chaînes qui sont particulièrement intéressantes, les interviews, enfin que ce soit de tout, hein, enfin les TED, les machins, enfin, tout ce Ouais. qui peut être, tout ce qui permet un peu de voir les choses différemment. Je préfère les formats qui soient plus courts et on va dire un peu plus impactants, mais ça c'est ma personnalité, hein, Ouais. que de lire ça dans des bouquins. Et je préfère aussi apprendre moi-même, au risque bien sûr de me planter et bien entendu de faire des erreurs qui auraient pu être expliquées autrement, en tout cas dans des livres. Mais c'est pas ma façon de faire en fait. Donc je ne le fais pas. Très bien.
Troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Non plus. Tu vois, malheureusement, toutes tes questions, je suis obligé de les rembarrer. Ouais. Non pas qu'elles soient pas intéressantes, hein, loin de là, Non, mais, mais mais je fonctionne. En fait, je fonctionne pas comme ça non plus. ouais. Ou de se dire, de se baser sur un proverbe, c'est de peut-être aussi de se baser sur la pensée de quelqu'un. Et je suis pas trop comme ça. C'est vrai que je j'ai pas de mentor ou de choses comme ça. Euh, j'essaie de suivre toujours ma propre intuition en apprenant les choses par moi-même. Donc à partir de là, je ne me raccroche pas trop à d'autres personnes et surtout à ce qu'elles ont pu dire. Il y en a qui m'aident, hein, bien entendu. Je ne dis pas que je fais tout seul, loin de là. Et tout ce que je lis, tout ce que je regarde est très enrichissant. Mais en tout cas, je prends ce qui est important et je prends donc l'idée derrière, mais après, le reste, je le mets de côté. Donc, c'est pour ça que j'ai pas on va dire, de proverbe ou de phrase toute faite qui puisse résonner dans ma tête. Voilà, voilà. Très équitable comme réponse. Pour Bon, c'est cool. terminer. Ouais, bon, non, mais écoute, en fait, c'est intéressant parce que tu vois, la question met en lumière un truc intéressant sur qui t'es en tant que personne. Et je pense que le fait de se reposer notamment sur ces proverbes et sur ces citations, en fait, souvent, il y a un truc qui résonne particulièrement avec toi parce que ta tendance naturelle, c'est de faire l'inverse. Et tu te sers de ce truc-là extérieur qui est souvent mémorable et facile à répéter et facile, je sais pas, à écrire sur ton fond d'écran En fait, d'ordinateur, quelque c'est chose comme ça. ça, pour J'ai corriger pas ta tendance tendance. naturelle. Ouais, j'ai pas tendance à suivre les gens, à suivre la masse, on va dire. Comme dans nos, on va dire dans mon ADN vraiment de créateur d'entreprise, la base c'est de dire on crée de nouvelles choses, on crée des choses qui ne sont pas vraies. Alors bon, ok, 5 euros, c'était sur l'idée déjà de quelque chose d'existant, mais c'est quand même, on va dire, de créer quelque chose de base et d'en faire euh, une nouvelle référence. Voilà. Et si tu as envie de faire une nouvelle référence, je pense que il y a des choses à prendre ailleurs, bien entendu, mais il faut savoir aussi avoir l'esprit libre et clair pour ne pas trop se faire influencer par ce que tu peux voir à droite ou à gauche. Donc c'est pour ça que peut-être que tu as raison, j'essaie toujours de rester un peu en arrière et c'est ça qui me permet de rester lucide sur les choses qu'on essaie de mettre en place. Où est-ce qu'on peut diriger les gens pour en apprendre plus sur toi et sur ton travail? Avant, j'étais assez actif sur Twitter, ce n'est plus le cas. En fait, j'ai quasiment totalement abandonné les réseaux sociaux. Euh, Pour des raisons de te libérer du temps et de l'espace mental en particulier? c'est un peu ça. En fait, ça n'apporte pas grand-chose à part finalement. Alors, je reste un peu sur Twitter, mais surtout en tant que lecteur de choses, on va dire relativement limitées. Mais j'essaie d'éviter toute la pollution après extérieure bah, de ce que sont les réseaux sociaux maintenant. Hein. Je trouve que c'est pas un espace qui est sain maintenant pour tout le monde et que ça devrait être repensé vraiment de A à Z et que c'est maintenant très très compliqué de rester là-dessus en gardant la tête froide et saine. Bon, ça après c'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est très néfaste maintenant. Donc j'essaie de les éviter. Après, voilà, j'ai quand même un Twitter, on peut me contacter par là sans aucun souci. Euh, Sinon, après, je suis pas quelqu'un de très public. J'aime bien avoir justement ma petite bulle de bien-être et être plutôt seul chez moi qu'au milieu d'une réception avec 25 autres entrepreneurs, tu vois. Je suis pas Hmm. très apéro entrepreneur. C'est pas trop mon style. Ouais, Mais bon, en tout cas, je réponds en général à tout le monde et avec grand plaisir. ça marche. Et en tout cas, on peut envoyer les gens sur 5euros.com Tout à et fait. bien sûr Beta Série pour ceux qui regardent des séries. Mais je pense Exactement. que
5euros.com sera d'intérêt à énormément de gens qui écoutent cette émission. Et peut-être que par rapport à ce que tu as donné dans l'émission, justement, la meilleure manière de te suivre un peu et de voir la manière dont tu travailles, c'est peut-être de regarder la manière dont tes produits sont pensés, la manière dont ils évoluent au fil du temps et les décisions qui sont prises sur un projet comme celui-là. Exactement, c'est les produits qui sont le plus importants, c'est pas les personnes qui les font pour moi. Et on sera au Salon des entrepreneurs d'ailleurs à Paris. Il sera mi-février, donc on aura un très gros stand avec 5 euros comme tous les ans. Donc normalement j'y serai avec mon équipe. Donc, si vous êtes parisien et que vous voulez nous rencontrer, ça sera avec grand plaisir. Super. Merci Guillaume, à bientôt. Merci à toi Stan, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé parler avec Guillaume et j'ai vraiment envie cette année d'amener sur le podcast des gens qui sortent de la bulle habituelle du web marketing, des gens qui ont fait des choses très intéressantes, mais qui font pas habituellement nécessairement le circuit des podcasts parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire, ils n'ont pas forcément quelque chose de direct à promouvoir. Et une des meilleures manières pour moi de pouvoir attirer ces gens-là sur l'émission et de pouvoir les convaincre que c'est une émission qui est à la fois sérieuse et qui va être intéressante, c'est d'avoir beaucoup d'évaluations sur iTunes et d'avoir un bon ranking sur iTunes. Donc, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, que vous avez un iPhone, etc., et que vous voulez me filer un petit coup de pouce, c'est très simple, il suffit de laisser une évaluation, de préférence une bonne évaluation, mais vous pouvez aussi me cracher dessus complètement. Si ça vous intéresse, je plaisante, vous pouvez laisser l'évaluation qui vous intéresse. C'est vrai que plus j'ai d'évaluations sur le podcast, plus de gens me découvrent, plus le podcast monte dans les rankings, plus c'est facile pour moi d'avoir des invités qui sont intéressants. Donc, le petit coup de pouce est apprécié. Là, on a de plus en plus d'évaluations et je vois bien que pas mal d'entre vous se sont manifestés dans les évaluations récemment et ça fait bien plaisir et puis ça aide vraiment l'émission à avoir cette visibilité-là sur la plateforme iTunes directement en natif. Si vous êtes sur Android, moi personnellement j'utilise l'application Podcast Addict pour suivre mes podcasts, mais si vous utilisez des applications comme Stitcher, etc., vous pouvez aussi laisser une évaluation et ça sera toujours utile pour continuer à se développer. Bien sûr, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui serait intéressé par cet épisode ou par un autre, vous pouvez aussi lui filer un petit lien. Ça aide aussi bien sûr à développer l'audience, à avoir plus de monde qui nous écoute et à avoir plus de gens qui ont envie de passer dans l'émission. Voilà, merci pour avoir écouté mon petit appel à l'action. Merci pour avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt à discuter avec Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.